Bonjour Alexis. Nous avons parcouru un long chemin depuis le dernier épisode des Fruits du Congo. Le dernier en date, voulez-vous dire? Oui, c'est vrai. Mais entre le temps et l'espace, madame, il y a une bien grande différence. Hier, j'étais encore un adolescent et aujourd'hui, je suis un homme. Hier, j'étais dans l'action, aujourd'hui, je suis dans la mémoire. C'est peut-être une de ces différences littéraires que l'on fait entre le vécu et le réel. Quand je vivais les choses, je les voyais mourir, et maintenant qu'elles ne sont plus, j'essaie de les faire revivre. Voilà bien des jeux d'esprit. Continuez-vous à temps les aimer. L'homme, enfin je veux dire l'être humain, non, et puis non, je dis bien l'homme surtout, est un adolescent prolongé, un animal nostalgique. Il erre dans son enfance pour en retrouver la tendre utopie. Êtes-vous si faible, Alexis? Non, faible n'est pas le mot. Je ne suis ni débile, ni chétif, ni grêle, ni inconstant, ni non plus sans vigueur. Non, je vous cite là les équivalences du mot fragile que vous pourriez trouver dans le dictionnaire des synonymes. Mais si vous cherchez au mot utopique, alors vous trouverez chimérique, fantaisie, idéal, illusoire, merveilleux, romanesque et vain. Quel superbe vocabulaire. Et combien évocateur. J'aime assez le dernier mot. Vain. On a envie de hausser les épaules, d'ouvrir les mains, de s'en aller au hasard en parlant tout haut, comme on le voit faire parfois aux gens dans la rue. Eh bien, j'ai rarement vu une femme entreprendre des choses vaines. Ou alors c'est qu'elle nous ressemble. Comme Dora. Nous y voilà encore. N'avons-nous jamais cessé d'y être? Je suis parti au bout du monde. Et maintenant, je reviens dans notre petite ville. Je vais. Je marche. Je frappe aux portes. Je flaire comme un chien les traces d'une adolescence perdue. Mais des pistes sont brouillées, alors je fais 20 fois le même parcours. Il y a des changements. Des routes goudronnées, du ciment, du béton, des arbres abattus. Des usines là où il y avait des champs. Et partout, je retrouve Monsieur Panado. On n'échappe pas à Monsieur Panado. Du moins, en dépit de l'âge, avez-vous conservé l'un de vos slogans favoris. On pourrait rejeter comme frivoles ces inventions d'écoliers désœuvrés. Malheureusement, l'expérience a créé beaucoup trop de présomptions sérieuses en faveur de l'existence de Monsieur Panado. Dora fut sa première victime. Il y en eut d'autres. Il y en aura d'autres. Mais vous avez été trompé par les vapeurs du fleuve, par des fantômes glissants, par des divinités absurdes. Monsieur Panado n'est peut-être qu'un des visages du néant. Peut-être n'existe-t-il que par sa propre absence. J'ai connu un homme qui disait « J'ai vu le néant. Je l'ai vu de profil. » Et il ajoutait « Il est encore plus mince qu'on ne pense. » La chose paraît vraisemblable, Alexis. Il m'est venu assez souvent à la pensée que Monsieur Panado, c'était peut-être ce profil du néant qui a été vu par certains hommes, ce qui est bien le comble de l'abstraction. Mais de toute façon, jamais personne ne peut dire avec une entière certitude qu'il a vu Monsieur Panado, puisque dans le cas le plus favorable et dans des conditions uniques, voir Monsieur Panado, c'est justement ne rien voir. Mais peut-être aussi qu'on se trompe, peut-être qu'on l'a vu. Il doit apparaître sous des identités diverses. Par exemple, sous le visage de Monsieur Vintrignier dans sa pelisse au col râpé. Peut-être est-ce lui qui montait dans l'arche des David. Peut-être a-t-il été parfois le chanteur des complaintes. Et peut-être est-ce encore Monsieur Paul. Qui sait où tout cela nous mènera. Parce que Dora est partie la première, elle ne sait pas tout ce que Monsieur Panado nous a fait. Mais moi, je sais ce que sont devenus ces enfants qu'il a salués à genoux dans la maison du labyrinthe et qui récitaient des formules à l'heure où les lampes s'allumaient dans la tour Saint-Gilles.
vous vous souvenez. Leur chef s'est suicidé dans une chambre meublée. Et puis il y avait les frondeurs. L'un d'entre eux est mort à la guerre dans les bois. Un autre encore. Celui-là. Eh bien... Oh, à quoi bon raconter? Oublions avec les oublieurs. Je sais qu'un jour il m'aura aussi de ses doigts mous, Monsieur Panado. Qu'il m'écrasera entre ses ongles pâles. Qu'il me fera éclater comme une vessie de poisson machinalement, sans même me regarder. Il m'écaillera dans sa cuisine, sur sa chaise de bois, exactement comme l'a vu Mariette, en fixant au loin ses gros yeux de batracien, ou en les promenant sur le journal qu'il aura laissé sur la table. Il y aura du soleil dans le petit jardin. L'été brûlera les pentes et l'ombre de l'arrosoir sera toute noire dans l'allée des hortensias. Mais Monsieur Panado ne regarde pas par la fenêtre. Il ne pense qu'à son petit horaire, à ses petites cuisines sordides. Peut-être aussi ce sera l'automne, dans le temps où les vignerons se répandent sur les collines pour porter au pressoir les raisins les plus mûrs. Monsieur Panado ne s'inquiète pas de ces choses. Il n'a jamais jeté les yeux sur un paysage. Il ne sait pas que la lumière d'automne est la plus belle. Il n'a jamais regardé les étoiles de septembre. Il faudrait pouvoir le tuer, Alexis. Si on ne peut pas le tuer, madame, on l'aura par l'usure. Ah oui. Nous en ferons un tel polichinelle qu'il ne Oui. s'en relèvera pas. Et les petits-enfants le suivront dans la rue en lui chantant des refrains offensants. Et s'il n'était que le nom que nous pouvons donner au tourment de la vie, Nietzsche a écrit quelque part dans Saint-Janvier « J'ai donné un nom à ma douleur, je l'appelle chien, elle m'obéit et je m'en amuse. » Voilà, traînons-le Oui. dans la boue. Oui. Amusons-nous de lui, puisqu'aussi bien, il nous aura quand même. Nous ne ferons qu'un bloc contre sa personne et on verra. Plusieurs fois déjà, il m'a pris dans sa main gauche. Il m'a posé sur le papier qu'il avait étalé sur son tablier bleu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il m'a remis dans le grand bocal avec les autres. Monsieur prend son temps. C'est une chose qu'il fait avec n'importe qui. On le voit d'ailleurs venir de loin. Quand il met son tablier bleu, il faut toujours se méfier. Il vous prend, il vous laisse. C'est un caprice. Monsieur Panado a un estomac qui rêve. Par contre, quand il fait frire sa victime et la digère, il compose une chanson sur elle, oui. Oui. Ou plutôt, on lui en fabrique une, car de lui-même, il n'en serait pas capable. Alors ça donne quelque chose dans le genre... On a toujours attaqué l'innocence de l'injustice. On ne compte plus les coups. Ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas de méfiance et qui toujours se font tordre le cou. Chaque soir les trouve dans la désespérance. La vie n'est pas faite pour ces pauvres gens. De leur malheur, ils veulent la délivrance. Dans un monde où seul règne l'argent. Mais enfin, qui les lui compose, ces chansons? Qui? Oui, Des tas de gens.
Des fous frisés. Peut-être vous et moi en avons-nous écrites sans savoir qu'il en profiterait. Et on se demande comment tant d'imbéciles assez brumeux peuvent lui barbouiller ses complaintes pour lui permettre de nous atteindre par le sentiment. Parce que le pire, il faut bien l'avouer, c'est que M. Panado arrive à séduire les hommes. C'est un vertige qu'il prend. Ils sont éblouis par le mystère dont il s'entoure, et sous prétexte que c'est un personnage énorme, ils s'en font une idole. Alexis, je vous écoute. Et en même temps, je vous pose la question que je me pose. Alors je me donnerai la réponse à moi-même. Eh bien, quelle orthographe attribuez-vous à Monsieur Panado? Ah. C'est Oui, important. Certains préféreraient sans doute l'écrire à la française. D-E-A-U. Oui. Ce qui fait plus avachi. Cette orthographe découragée ne correspond pas au personnage. C'est méconnaître ce qu'il y a d'italien dans la physionomie de M. Panado. D'italien sans emphase. Non, sans sonorité, je vous l'accorde. Ah, comment m'exprimer pour faire saisir la nuance, disons, d'anciennement italien, une sorte d'italianisme éteint, ce qui resterait de l'âme d'un Chianti dans le rond rouge qui attachait une nappe. Et peut-on le rencontrer facilement, je ne sais pas, au coin d'une rue, chez l'épicier, dans l'escalier? Non, abandonnez Non surtout l'idée entièrement fausse que M. Panado est un voisin de palier. Non, je vois bien votre erreur. Elle procède d'une sensibilité fort juste. Oh, mais si, non. vous imaginez ce voisinage parce que Madame Panado est nécessairement cette dame un peu floue à laquelle on emprunte un panier à salade ou un tire-bouchon. Va-t-on demander du fusible à Madame Panado? Parce qu'on est provisoirement dans la panade. Allons, non, ne vous y trompez pas. D'abord, il ne s'agirait que de Madame Panado, D-E-A-U. Or, la personnalité de Panado, O, dépasse de beaucoup celle d'un Panade-A-U. Et ensuite et surtout, il n'est pas marié. Veuf, peut-être. En tout cas, entièrement seul dans l'existence. Voilà des éléments certains. Je sais bien qu'ils sont négatifs, mais le reste est trop mystérieux. Pour le moment, je ne peux vous éviter que les erreurs les plus grossières. C'est tout ce qu'on peut accorder, et aussi ce qu'on doit refuser aux partisans de l'orthographe à la française. En revanche, sur son physique, il n'y a pas de concession à faire, au moins sur 3 points. Primo, il est entièrement rasé. Secondo, il porte un chapeau melon clair. Tertio, son complet veston, très clair aussi, mais assez défraîchi et de teinte café au lait. Qu'il soit obèse, je n'ai pas besoin de le redire, tout le monde le sait. Oui. Avec légèreté, un peu comme M. Paul. Quant aux chaussures, assez souvent les espadrilles et surtout la bottine. Ah oui, la bottine, à 2 couleurs tranchées, et parfois la chemise de soie, parfois le maillot rayé. Malgré son ventre et ses 55 ans, il lui reste pas mal de ressources dans sa noblesse pleine de virilité. Il est encore capable de gagner une course sur route avec un vélo d'occasion. Formidable. Monsieur Panado, reconnaissons-le, a beaucoup d'expérience dans certains domaines limités. Par exemple, le monde des sports et du théâtre. C'est aussi un fervent du pari mutuel. Il joue d'ailleurs sans beaucoup de chance dans le petit café miteux où il vient en voisin et où on lui réserve une table, toujours la même. C'est juste, oui, mais entre nous, je ne le crois pas très intelligent. Ah. Mais il est plein d'idées et les affirme avec une importance physique d'une façon un peu confuse qui épate sur le moment. Et comme il ne fait pas de grands discours, on se figure toujours qu'il y a beaucoup de choses derrière ce qu'il dit. Derrière, autour, enfin que c'est le fruit d'une longue expérience de pensée mûrement réfléchie. Au demeurant, nulle vanité, nulle modestie non plus. Indifférent. Indifférent surtout. Et vague, avec beaucoup d'autorité physique. Vous avez raison, Alexis. Car tout ce qu'il dit s'appuie forcément sur ses grandes joues, sur ses yeux globuleux, ses gros sourcils, son ventre énorme. Ce sont des opinions de trombone, de bœuf, de cloche, de gros bourdon. Il est évident que quand un bœuf ou un trombone se met à résonner sur une place publique dans un village désert à minuit, c'est une chose qui impressionne et qui fait beaucoup de bruit, mais qui ne prouve pas nécessairement le bien fondé de la théorie qu'exprime ce bruit. Non, théorie est un mot ridicule quand il s'agit de M. Panado. Il procède par impulsion,
C'est un brutal et un sommaire. Il est au-delà de l'homme et de la bête. Rien d'inhumain ne lui est étranger. Son regard vous suit sans bouger. On le sent dans son dos quand on se retourne. Pascal a dit que tous nos malheurs viennent de ne pas rester dans notre chambre, mais il sait bien qu'au fond de notre chambre, par la fenêtre, si transparente qu'on puisse imaginer la bête, on trouve ses yeux de faïence en boule, tantôt gris, tantôt glauque, sa face de lune et son nez blanc sur le carreau. Il a 100 000 façons d'aborder sa victime, 200 000 de lui échapper. C'est l'absurde génie de la vie. On le trouve au fond de tout et au-dessus, immuable. Il est la limace, la blatte, le tétard monstrueux, l'insecte cartilagineux, la pieuvre. Ah non, pitié, Alexis. Pitié pour aujourd'hui. Chassez M. Panado. Ne lui laissez pas avoir le dernier mot de cet épisode. Bien, madame. Nous le traiterons selon les recettes des prophètes que M. Ventre nous enseigna. Nous lui déchirerons l'enveloppe du cœur. Oui. Nous ferons cesser sa joie, ses rêves, ses fêtes, ses sabbats et ses pleines lunes. Oui, oui. Nous rendrons ses chamelles stériles et nous mettrons du bois dans son pain. Dites-moi plutôt ce que vous avez retrouvé du passé dans vos promenades. Je suis allé à Lens-le-Vent. Et alors? J'y ai pris le café à l'hôtel de l'Écu, vous savez, où j'avais entendu le chanteur de complainte faire du crime de M. Vintrinier un récit époustouflant. Je ne pensais pas que tout serait si triste. La Moleskine si poussiéreuse, les chaises renversées sur les tables, et la serveuse aussi souillon. Près de la terrasse, une très vieille femme tricotait. Autrefois, tout était si beau. La fille de Salle est venue vers moi en traînant la savate. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donnez-moi une bière. À la pression ou en canette? Comme vous voudrez. Ben, c'est pas moi qui la bois, hein? Vous n'êtes pas d'ici. Je cherche à situer votre accent. Ah non, je suis pas d'ici. Je suis de la ville, du quartier des Petites Âmes. Vous avez l'accent du fleuve. Les petites âmes, les tanneries. Ah, mais vous connaissez ce que je vois? Je suis née dans la dernière maison après le château des Bergères. Vous devez bien savoir. La maison du crime. Il y a les sauvages, voyez-vous, dans ce pays. Enfin, c'est grand-mère qui m'a raconté. Oh non, mais regardez-moi cette sale bête qui grimpe partout. Allez, vous tout en allez, espèce de vintrinier. Allez, ouf, non. Alors, cette bière? Une blonde pression. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous appelé ce chat Vintrinier? C'est une insulte? Oh, j'ai toujours entendu dire. Grand-mère va vous raconter. Une expression du pays. La petite peut pas savoir. Et plus vieux qu'elle. Il s'agit d'un juge qui tuait des femmes. Quand on aime l'argent, il en a fait de toute espèce. C'était pour donner à manger à son chat. Un homme de la ville, un gros, pas comme nous. La petite, qu'est-ce qu'elle en sait? Forcément, ça n'écoute pas les vieux. Si je venais ici plus souvent, je pourrais beaucoup lui apprendre. Bon, on n'écoute plus les vieux. Mais on en a dit du Vintrinier. Il avait un chat, un vrai tigre. Petit monsieur qu'on l'appelait. Fallait lui donner à boire du sang. Vous vous rendez compte? Ben, on n'a pas tout expliqué. C'était des trop gros. À cause des familles, on se tait. Alors le Vintrinier, on l'a pas jugé. Il a disparu. Ils ont dû payer quelqu'un pour le tuer sans qu'on sache. Et celui-là, il a dû en toucher des sous.
Ils ont de quoi, ces gens? Ou alors, ils l'ont envoyé aux colonies, chez les Arabes. Bah, enfin, ils l'ont débarrassé. On en a su de 2 femmes. Mais combien on a tué pour donner du sang à son chat, hein? Aux petites jambes, voyez-vous. Il y a des puits dans les jardins qui communiquent avec le fleuve. Alors, vas-y, je te pousse. Commence à voir, hein? Maintenant, les enfants, quand il y en a qui sont pas sages, on leur dit et ramasse ta langue ou je te donne au ventrinier ou au petit monsieur. Enfin, c'est pour vous expliquer. Ah, tout ça, moi, j'y couperais le cou. Des gens pareils, ils devraient point vivre. Peut-être que lui-même, il était exalté. Il y en a qui ont des natures comme ça, exaltées. Mais quand on veut faire sa carrière, c'est d'être le garçon sérieux. Surtout si c'est pour le mariage. Pas comme celui qui est chez Piouchou, le maréchal Ferrand. Hé, la grand-mère, mélange pas tout. Garde chez Piochot, c'est mon affaire. N'empêche que quand on est sérieux, c'est pas seulement du bout des lèvres qu'il faut l'être. C'est réellement. Ainsi voyez-vous, le crime de M. Vintrigny a gardé une espèce de célébrité folklorique dont on fait les honneurs aux touristes. Un monstre assez flatteur, en somme. Mais de Dora, qui se souvient? Elle qui fut la grâce et la jeunesse. Qui se souvient de Dora? Elle est dans le paysage. Tant que les roseaux frémiront dans le soir, tant que la lune se lèvera au-dessus de l'if sombre et que le train de Paris sifflera sur le viaduc, tant qu'un enfant tremblant du désir de partir se lèvera sur la pointe des pieds et viendra s'offrir au grand vent par la fenêtre, tant qu'il y aura un collégien pour s'enivrer de l'odeur de cette terre que j'ai aimé à en mordre les fleurs, en égratignant mes mollets aux ronces de tous les buissons, pour le seul plaisir de la chose. Dora, c'est ma province, quand elle s'endort au pied des vignes et des montagnes, sous l'arc des étoiles filantes. Mais il y a quelque chose dont je dois être certain. Quelque chose qu'il me faut vérifier après tant d'années. Mais auprès de quoi? Auprès de qui? Monsieur Vintrigny. Je sais où il se trouve. Dans un village où l'on soigne des malades mentaux en leur laissant une liberté presque totale. J'irai. Je dois y aller. Vous cherchez encore une preuve de la mort de Dora? Oui. Oui.
J'attendais votre retour avec impatience, Alexis. Avez-vous réussi à voir Vintrinier? Oui, madame. Et chose curieuse, dans ce petit village où l'on soigne les malades mentaux en leur laissant vivre leur psychose librement, eh bien, j'ai eu comme une impression de bonheur. C'est assez loin. Il faut finir à bicyclette quand on a passé la forêt. Le soleil se couchait derrière des maisons basses entourées de jardinets qui croulaient sous les fleurs. On ne voyait presque personne. Et la lumière était si belle, si étrange qu'on aurait dit aussi la lumière du bonheur. En fait, ce village avait l'air oublié par l'histoire. Le spectacle des rues datait de mon enfance. Tout y était fidèle à l'idée d'un certain confort provincial et français qui a dû péricliter autour de 1910. Mais les fous aujourd'hui seraient-ils plus dangereux? Non, je ne crois pas. Les frontières sont moins tranchées entre l'inconscient et le réel. Quand nous cédons au destin, il nous conduit. Quand nous lui résistons, il nous traîne. On voit beaucoup de gens qui se font ainsi traîner dans les rues des villes. Mais là, il y avait quelque chose de léger. Une allée de marronniers splendides m'a conduit à de beaux bâtiments où je trouvais mon ami le docteur Vermerette. Quel plaisir de vous voir. Pas trop fatigué? Il a fait une telle chaleur aujourd'hui. En pleine forme, au contraire. Mais rêveur. Avant d'arriver, j'ai croisé une vieille dame qui poussait également sa bicyclette. Ses genoux étaient protégés par des espèces de genouillères, comme on en met aux chevaux, mais bourrés à l'intérieur de papier journal. Alors je m'arrête chez le buraliste pour acheter du tabac. Et je lui demande si cette personne avait des rhumatismes. Non, pas du tout, c'est Madame Percerat. Elle a sa théorie, c'est pour se protéger des ondes vagabondes. Alors là, docteur, j'ai pensé que j'étais déjà entré dans votre domaine. Vous auriez pu faire de plus mauvaises rencontres. Tenez, puisque Madame Percerat est absente, je vais vous faire visiter sa chambre. Chacun ici a ses manies. La raison de cette femme s'est trouvée ébranlée par le bruit, parce qu'on était conduit à appeler il y a 20 ans la TSF. Et pour elle, les ondes sont comme un fluide dont elle doit se protéger. Toutes ces choses qui travaillent le ciel, l'obsèdent, lui traversent le corps. Et regardez, elle a installé au milieu de sa chambre un fourneau de cuisine dont le tuyau est armé de fils de fer. Les uns partent en réseau dense pour s'accrocher au mur d'en face, puis d'autres dans plusieurs directions, comme des cordes à sécher le linge. Alors celui-ci est étonnant. Il dessine dans l'espace une sorte de profil de clé et finit dans le vide à mi-chemin du plafond. Protection contre les ondes vagabondes. J'ai l'impression d'avoir entendu parler de cette femme quand j'étais collégien. Oh, ce n'est pas impossible, elle habitait la région. Un de mes autres malades présente un cas bien plus tragique. Alors lui reçoit des balles perdues. C'est affreux. Dans une chambre du sous-sol, j'ai un homme à grosse moustache, presque toujours au garde à vous, un pied chaussé et l'autre nu. Quand on lui parle, il répond « Je suis l'adjudant principal ». Et psychose de guerre dans les deux cas. Le premier est un éternel blessé, au second échoue la responsabilité du devoir. Il dessine de grands soleils avec des rayons jaunes et rouges. Pareil sans doute à ce couchant magnifique. Quelle belle forêt, docteur. Sa présence à 2 pas doit être apaisante. À condition d'ignorer qu'une de mes pensionnaires s'y est brûlée vive sur un bûcher, qu'elle s'était dressée elle-même, à force de se prendre pour Jeanne d'Arc. Docteur, je savais bien que cette visite ne serait pas une partie de plaisir. Mais tout de même, je commence à me sentir mal à l'aise. Le travail des ondes vagabondes est en train de m'encercler. Nous devrions mettre des genouillères.
Monsieur Panado, chez vous, se cache dans tous les coins. Qui est-ce, celui-là? Un personnage imaginaire à qui nous avions décidé d'attribuer, étant collégiens, la personnelle responsabilité de tous les mystères inquiétants. Pour nous rassurer, nous disions qu'ayant vu Monsieur Panado, nous pouvions être tranquilles de ce côté-là. Mais il rôdait dans l'ombre. Il était de tous les mauvais coups. N'en dites pas davantage, je ne connais que lui. En médecine, nous l'appelons l'angoisse. N'en pensez aucun mal. Ce que l'homme a de meilleur en lui, ce n'est pas le chien, comme on le croit communément, c'est l'onde vagabonde. Il n'y a rien de si fécond pour l'homme, dans le courant d'air de l'onde vagabonde, que d'être au bout du fusil de M. Panado. Ce qui est créateur, ce n'est pas la digestion, ce n'est pas l'homme repu, qui invente, qui se passionne ou sublime, c'est l'homme de M. Panado. L'angoisse développe en nous des ressources d'attention et d'énergie. Elle nous mobilise. Croyez-vous vraiment nécessaire d'être ainsi aux aguets de sa vie? Absolument. L'angoisse accompagne l'activité intellectuelle comme un signal. Elle oblige à la vigilance. Le moment où la vigilance se transforme en angoisse, l'angoisse en peur, la peur en panique, dépend bien sûr de l'âge, du tempérament et de l'expérience antérieure du sujet en question. Mais à tous les échelons, elle nous oblige au dépassement. Et si les forces nous manquent? Ah, dame, vous en serez quitte pour venir faire un petit séjour chez moi? Mais enfin, où prenez-vous qu'il soit nécessaire de rencontrer Monsieur Panado? Pour avoir envie de l'éviter, ce qui vous suggérera des choses grandes et magnifiques. Tiens. Mon cher Napoléon Paganini connaissait M. Panado. La veille de chaque événement important, l'empereur voyait un petit homme rouge. Et Paganini, puisque j'ai choisi de vous citer ces deux-là, se croyait toujours accompagné d'un esprit familier qui lui apparaissait sous la forme d'un épagnol. Je veux parler du fait que l'angoisse est une émotion liée à la notion du futur. On redoute ce qui pourrait arriver parce que c'est inconnu, parce que c'est incertain. Alors si on voit M. Panado, on se rassure, on est tranquille de ce côté-là. Mais c'est une vue de l'esprit. Le mien résiste mal à cette analyse. Tant mieux. À cause de Panado, vous avancez. Pour le fuir ou pour le rencontrer, mais vous avancez. J'achève en ce moment une étude sur les vertus de M. Panado. Évidemment. Vous êtes orfèvre. Allons, ne faites pas cette tête-là, les démons de l'enfance sont du bon. De même que l'angoisse est créatrice. J'ai compris, docteur Vermurette. Et même, je suis très satisfait d'avoir approfondi l'histoire naturelle de l'inquiétant Monsieur Panado. Jeunes gens qui m'écoutez, adoptez des genouillères, et pour faire des choses magnifiques, sachez vous promouvoir au grade d'adjudant principal. Oh, il n'y a jamais que deux positions dans la vie, celle du vainqueur et celle du vaincu. La médecine manque de sens poétique. Elle n'est pas là pour ça. Mais au fait, Alexis, vous êtes venu la voir se pratiquer sur quelqu'un de votre connaissance? Oui. Je cherche un certain Vintrigné. Il a dans le temps... Je sais. Venez avec moi. On devrait le trouver dans le jardin. Le voilà. Quoi, ce vieux petit bonhomme appuyé contre le mur? Oui. Mais pourquoi tous ces sous percés accrochés à son veston par des épingles de sûreté? Qu'est-ce que c'est que cette panoplie? Demandez-le lui, vous verrez bien. Bonjour, monsieur. Vous désirez... Les nombreuses décorations que vous portez m'intriguent. Hein? Médaille des enterrements civils et militaires. Je sens venir la mort, comprenez-vous? Ou plus exactement, je la flaire. C'est comme une odeur
qui me mène d'abord au chevet du malade. Alors, je cours, je vole, on a tellement besoin de moi. Et si on me laissait faire, je serais en mesure de confesser l'agonisant, de lui administrer l'extrême onction. Je serais parfaitement apte à construire le cercueil de mes mains. Ah, ce n'est pas sorcier, monsieur. Pourquoi tant d'intermédiaires entre le mourant et moi-même? Tout ce qu'on me permet, c'est de porter la bière. Ne boudons pas notre plaisir, il est grand, ce poids sur mes épaules. Quelle responsabilité, je l'assure, entièrement, et j'en suis fier. Mais aussi, quel déchirement quand on va me l'enlever, ce corps, qui en quelque sorte m'appartient, et dont je porte la dépouille à plein bras. Alors, je crie, je pleure. Je vais jusqu'au cimetière en hurlant, en gémissant. Les anciens rendaient ainsi hommage à leurs défunts. Et de nos jours, la Corse a ses vocifératrices, la Corse ou la Sicile, des pays où l'on sait enterrer avec respect. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que les fossoyeurs aient fini leur noble besogne, je reste au bord de la tombe. Ce parfum de terre, fraîchement remué, mêlé aux fleurs qui embaument. Ah, monsieur, voilà l'hommage de la mère nature. Mais je suppose que vous n'enterrez pas tous les jours quelqu'un. Enfin, je l'espère pour les autres. Qu'est-ce que la vie, la mort? Mesquinerie regrettable, question choquante. En tous les cas, j'occupe mon temps. Il passe si vite. Je note tout sur un agenda. Montrez-le-nous. Il est si bien tenu. Avec plaisir, docteur. Voyez-vous, de ce côté, sur la colonne de gauche, se trouvent indiquées les choses à faire. Et sur la colonne de droite, celles qu'il me faut rattraper. Et là, je dois le reconnaître, ma mémoire est défaillante. Oui, d'après mon agenda, j'ai 6 heures à retrouver dans mon emploi du temps. Oh, ce n'est pas d'hier. Il y aura 20 ans, au mois de juin. 6 heures, une nuit et 4 heures la nuit suivante. Allez donc savoir rien. Le trou, l'absence. Qu'est-ce que je pouvais bien avoir à faire? Recoudre un bouton de culotte, me perfectionner en italien, rendre son pot à lait à la voisine. Ah, des choses de cette force-là, et que je n'arrive pas à reconstituer. Peut-être régler absinthe au café du coin. Oh, mais tout de même, pas pendant 6 heures, une nuit, et 4 heures la nuit suivante. Vous imaginez mal combien cette incertitude me pèse. N'exagérons rien. Vous vous souvenez d'avoir cueilli des fleurs. Oh, c'est vrai, docteur. Des fleurs superbes, primées au concours agricole, des pivoines blanches, des roses suaves, et un arôme, un bouquet. Oh, c'était au clair de lune, et la nuit en était comme vaporisée. Oh, docteur, vous m'avez promis de m'aider, n'est-ce pas, à rétablir mon emploi du temps? C'est un pacte. Dès que vous aurez retrouvé la mémoire, je vous donnerai l'autorisation de rentrer chez vous. J'ai un chat qui attend. Petit monsieur. À ce propos, docteur, permettez-moi de vous dire que votre fille n'est pas douce avec sa chatte. Elle lui fait des misères. Je suis obligé de la gronder, parfois. Vous avez raison, Vintrinier. Ah, dans quelques instants, mon ami doit prendre un train à la gare. Voulez-vous l'aider à porter ses valises? Oh, certainement. Je vais chercher mon canotier et je vous attends à la porte, monsieur. Voilà. Êtes-vous satisfait, Alexis? Satisfait n'est pas le mot, plutôt terrifié.
Qu'a-t-il voulu dire avec votre fillette? Il la surveille quand elle revient de l'école. Et c'est vrai qu'elle taquine sa petite chatte. Vous ne craignez pas de lui confier votre enfant? Je n'ai aucune raison de me méfier de Vintrinier. D'ailleurs, il travaille normalement. C'est mon caissier. Il possède une écriture modèle. Ses comptes sont impeccables. Avec son instruction, il rend beaucoup de services ici. La plupart de mes pensionnaires sont libres et occupent des places à la mairie du village. Croyez-vous qu'avec son emploi du temps, Vintrinier retrouve un jour sa mémoire? Jamais. Jamais? Vraiment? Non. Le blocage est là, se situe là. C'est son aliénation. Laissez, je vous assure que votre valise n'est pas lourde. Merci. Mais ne vous pressez pas. Nous avons tout le temps d'arriver à la gare. La petite du docteur va rentrer de l'école. Je préfère être là. À cause de la chatte? Oui, les enfants sont cruels. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Vous craignez la souffrance des bêtes? Des bêtes et des gens. Par expérience. Je peux bien vous le dire. Vous n'êtes pas de la maison. J'ai tué 2 femmes, monsieur. 2 femmes. La mère et la fille. Gardez-le pour vous. On dirait encore que je suis fou. Ouais. Le docteur Vermerette disait tout à l'heure qu'il n'y avait que 2 positions, celle du vainqueur et celle du vaincu. Mais il n'y a pas que 2 vérités, la sienne et celle de M. Vintrinier. Après cette visite, où en sommes-nous, Alexis? Nulle part, madame. C'est-à-dire n'importe où. Pourquoi attendons-nous tant des autres? Le merveilleux commence à notre voisin. C'est une optique de voyeur. L'exotisme, nous le voulons à notre porte. Mais derrière, évidemment derrière notre porte, tout le romanesque tient dans un mur mitoyen. C'est une défense de franchir, c'est un défi et une barrière, c'est un mica qui laisse voir et s'interpose. L'amour est une façon de traverser le mica, ou bien plutôt de se figurer qu'on le traverse, et parce que c'est une illusion, mais violente, mais hallucinante, il s'accompagne de folie. Regardez Fred. Il m'a semblé en effet, quand je songe au Fred de ma jeunesse, qu'il ressemblait au personnage de Shakespeare dont parle Polonius. Je l'ai rencontré il n'y a qu'un instant, aussi en démence que la mer courroucée, chantant d'une voix éclatante, couronné de fumeterre, de fleurs des champs, de verveine, de ciguë, d'ortie, de cresson des prés et de toutes ces herbes inutiles qui croissent au milieu de nos prés. Oui, pour les herbes inutiles, nous étions réellement très forts. Et à quoi le reconnaîtrez-vous? Demande ailleurs un personnage. Alors quelqu'un, je crois que c'est sa mère, dit qu'il porte un habit de roi. Fred avait un habit de peau rouge. Et M. Vintrinier, lui, agite les grelots de la folie. Il y avait aussi beaucoup d'amour en lui, que de bras tendus qui s'agitent dans le vide. Les années ne font rien aux choses. Dora nous a laissé le regret d'un bonheur que nous n'avons plus connu. Il y a peut-être un bonheur qui n'est pas fait comme les autres. Je sais bien aujourd'hui que les pommes du voisin ne sont pas meilleures que celles du verger familial. Et cependant, toute notre vie est réglée sur cette illusion. Nous ne croyons qu'aux fruits de la négresse. Cette salope! J'ai cherché ce qu'étaient devenus mes camarades. J'ai voulu avoir des nouvelles de tous.
Eh bien, le fils de M. Vintrinier, Joseph, celui qui était parti en Amérique. À cause des crimes de son père, il a choisi de se faire appeler du chemin. Aux dernières nouvelles, il le faisait son chemin. Directeur adjoint du cabinet du ministre de la Justice. C'est drôle, non? Les uns sont devenus colonels, médecins ou acrobates, bonnetiers, merciers, banquiers, professeurs, écrivains, ingénieurs ou marchands forains. Celui-là est à la fois ingénieur et marchand forain parce que tout de même, il faut bien gagner sa vie. D'autres ont été ministres avec Pétain et d'autres généraux avec De Gaulle. Ils ont fait tout. Certains ont déplacé dans les livres le lieu des champs de bataille, le tracé des frontières ou cuit du pain ou vendu des machines à écrire. Ils ont été nommés docteurs d'universités étrangères, traduits en tchèque et en japonais. Ils ont découvert sous la terre des alphabets plus vieux que ceux des Phéniciens et donné leur nom d'écoliers à des places neuves. Tenez, l'un d'entre eux se cache sur une montagne au carrefour de 3 nations pour sauter d'un pays dans l'autre suivant la police qu'il traque. Il se lève en Suisse, il se couche en Autriche, il prend ses repas en Italie, il joue sa vie à la marelle sur un glacier. Ils ont fondé des écoles littéraires, bâti des villes, gagné des courses. Ils sont morts dans des camps, dans des trous, dans des prisons. Il y en a qui ont creusé la terre avec leurs ongles. Il y en a qui sont morts sans vivre, d'autres qui vivent comme des morts. Voilà, madame, voilà où est passée notre jeunesse. Il ne faut pas laisser les petits garçons à la sortie de l'école tourner autour de la grande négresse. Mettez-leur les genouillères de madame Persera, car il y a des ondes vagabondes. Surveillez-les. Je les ai vus encore ce matin. Juchés sur le rempart du collège, une main en visière sur les yeux. Et moi qui ai eu le rage sur ce mur de collège, je sais bien ce qu'ils regardaient. C'étaient des sables inutiles. Cette poussière où s'amuse le vent. Mais on ne trouve pas la reine des îles. Et quand on la trouve, elle vous porte malheur.